Bonsoir Yann Lequin. Bonsoir. Vous êtes la star mondiale de l'intelligence artificielle. On est ravis de vous recevoir sur notre plateau. Vous travaillez pour Facebook, vous dirigez le laboratoire de recherche en intelligence artificielle et vous publiez ce livre, La plus belle histoire de l'intelligence. C'est coécrit avec le neuroscientifique Stanislas Dehaene. C'est aux éditions Robert Laffont. Alors, l'intelligence artificielle, c'est assez conceptuel pour beaucoup de gens. Ça évoque plutôt la science-fiction. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par rappeler exactement ce que c'est ? Alors, c'est d'une certaine manière la capacité des machines à faire des tâches qu'on attribue habituellement aux animaux et aux humains. Et ça va de choses très très simples, des automatismes simples, votre thermomètre, thermostat d'une certaine manière et une petite forme d'intelligence très simple, jusqu'à des comportements intelligents qui sont capables de percevoir le monde, de raisonner et d'agir sur le monde, comme une voiture autonome, comme un système qui joue aux échecs ou au Go, etc., etc. Alors justement, on peut en parler de ces ordinateurs qui battent des humains. Vous parlez des échecs, des Go. On se souvient quand même de ces victoires incroyables des machines contre l'homme. Là, on voit Kasparov en 97 qui est battu par un ordinateur. Il y a aussi, il y a moins longtemps, le Coréen champion de Go, Lee Sedol, qui est battu par le logiciel AlphaGo. Est-ce que les machines sont plus intelligentes que les hommes ? Alors, dans certains domaines très étroits, oui. De même que des machines mécaniques peuvent être plus fortes que les hommes en termes de force physique. On peut faire des machines qui sont plus intelligentes que nous ou qui sont meilleures que nous pour résoudre certains problèmes très spécifiques. En fait, ce qu'a révélé aussi bien le système d'IBM qui joue aux échecs que AlphaGo, c'est que les humains ne sont pas très bons en fait à jouer au Go et aux échecs. On pensait que les joueurs de Go étaient très proches d'un joueur idéal. En fait, on s'est aperçu que les machines pouvaient nous dépasser de très très loin. Et donc, les humains ne sont pas très bons à ça. Il y a quand même encore pas mal de progrès à faire dans pas mal de secteurs. Vous dites, je vous cite, si les machines arrivaient à l'intelligence d'un chat de gouttière, ce serait une prouesse. Les progrès. Oui, disons, ce que j'ai dit, c'est que si elles arrivent à l'intelligence d'un chat de gouttière à la fin de ma carrière, ce qui va arriver assez vite, ce serait effectivement un grand succès. Qu'est-ce qui leur manque aux machines ? Une espèce de sens commun, la capacité d'apprendre par observation, de modéliser le monde qui les entoure, de telle manière à pouvoir prédire à l'avance ce qui va se passer, planifier des actions, anticiper, etc. On a beaucoup de mal en fait à entraîner les machines à justement construire ces modèles prédictifs du monde. Vous donnez l'exemple des bébés qui apprennent finalement plus vite que des machines. Qui apprennent bien plus vite que les machines, qui apprennent dans les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois de la vie des concepts extrêmement complexes qu'on n'est pas capable de reproduire dans les machines. On leur montre un chien une fois, deux fois, après ils reconnaissent un chien. Voilà. C'est pas le cas des machines à qui on doit montrer des centaines de fois ou des milliers de fois un chien. Oui, alors en fait on sait faire ça un petit peu aussi avec les machines. Pour entraîner une machine à reconnaître des images, on lui montre effectivement des milliers d'images de chiens, de chats, de tables de chaises, etc. Pour chacune, on lui dit voilà la réponse. Et puis si la machine ne donne pas la bonne réponse, on ajuste ses paramètres internes, un petit peu la manière dont on apprend quelque chose pour que la prochaine fois qu'on lui montre la même image, la sortie se rapproche de celle qu'on veut. Mais effectivement, une fois qu'elle a appris à reconnaître un bon millier de formes différentes, elle peut apprendre une nouvelle catégorie avec très peu d'exemples. Donc, il y a ces capacités. Par contre, si on veut apprendre une machine à jouer à un jeu, par exemple un jeu d'Atari, les jeux classiques vidéo, il va falloir qu'elle s'entraîne pendant à peu près une centaine d'heures pour arriver à un niveau qu'une personne normalement constituée peut arriver en 15 minutes. D'accord, donc il y a quand même vraiment plein de degrés d'évolution et, voilà. d'évolution de l'intelligence. Justement, vous parlez des degrés d'ailleurs d'intelligence. Vous dites, prendre l'exemple du robot humanoïde dont on a beaucoup parlé, Sophia. Elle est née à Hong Kong. Alors, en gros, ce sont des images très impressionnantes, on va la voir là, parce qu'elle ressemble quasiment à un vrai être humain. Elle peut tenir une conversation très simple. Ça, c'est de l'intelligence artificielle ou pas du tout ? Non, c'est un petit peu un tour de magie, c'est un tour de passe-passe, c'est une marionnette. Alors, il y a un petit peu d'intelligence dans le système de dialogue, mais qui est très très simple. Elle ne comprend pas vraiment ce qu'elle raconte. Ce sont plutôt des répliques préenregistrées qu'elle ressort à bon escient, pas toujours à bon escient d'ailleurs. Donc c'est plutôt un tour de passe-passe. La preuve que les robots d'ailleurs ne sont pas prêts à surpasser les hommes, eh bien c'est qu'ils le disent eux-mêmes. Je pense à Pepper, c'est un petit robot qui s'est exprimé en début de semaine devant les députés britanniques. Et alors il a répondu à la question de savoir si l'homme allait être supplanté par les machines. On écoute sa réponse. Robots will have an important role to play,
but we will always need the soft skills that are unique to humans. Et on aura toujours besoin des humains. Alors, ce qui se passe là-dedans, c'est que quelqu'un, un ingénieur, a tapé cette phrase dans la machine et a dit, a programmé le robot pour qu'il sorte cette phrase quand on lui pose cette question, est-ce que les robots supplanteront l'humanité? Donc il n'y a pas d'intelligence derrière ça, très peu. Hein, et alors, l'image, l'idée qu'on se fait du robot qui un jour peut-être dominera le monde, un peu comme Terminator, voilà, qu'on voit à l'écran, ça c'est de l'ordre du pur fantasme ou ça pourrait arriver? Donc c'est de l'ordre du pur fantasme pour tout un tas de raisons. D'abord, on n'a pas la technologie qui permettrait de construire des machines aussi intelligentes que ça, même si on avait la technologie pour construire la mécanique. Donc, à cause du fait, justement, comme je disais précédemment, les machines sont très lentes à apprendre. Il y a des principes de base de l'apprentissage chez les humains et les animaux qu'on n'a pas découverts. Et ça va probablement nous prendre quelques décennies avant de les découvrir et de les faire fonctionner. Quelques décennies Oui, enfin, quand je dis quelques, ça peut être 10, ça peut être 20. On ne sait pas, en fait. Ça peut être 2 ou 3. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la volonté de dominer n'est pas corrélée à l'intelligence. Ce n'est pas parce qu'on est intelligent qu'on veut nécessairement dominer ses semblables ou d'autres espèces. Ça, c'est quelque chose qui est caractéristique de la nature humaine, à cause du fait qu'on est des animaux sociaux, c'est-à-dire à cause du fait qu'on a besoin d'interagir pour survivre. On est conduit à vouloir avoir une certaine influence sur nos semblables. Mais ce n'est pas le cas de tout un tas d'entités intelligentes, comme par exemple les orang-outans. Ce ne sont pas des animaux sociaux, ils n'ont aucune volonté de dominer qui que ce soit. Alors Yann Lequin, la réalité augmentée, enfin l'intelligence artificielle, elle est déjà en place, elle agit déjà sur nos vies aujourd'hui. Je pense notamment aux voitures qui se conduisent toutes seules. Ça, c'est bien réel. Alors c'est bien réel, mais c'est encore du niveau de l'expérimentation, c'est-à-dire qu'il y a des compagnies qui ont des voitures autonomes qui marchent relativement bien. Elles sont encore en train d'être testées. Je pense que ça va se généraliser dans la décennie qui vient. Par contre, il y a des choses qui sont déjà utilisées à très grande échelle, basées sur les techniques récentes d'intelligence artificielle, basées sur l'apprentissage profond. Donc par exemple, toute la gestion du tri d'informations et du filtrage d'informations sur Facebook, du filtrage d'informations pour la recherche sur Google. Il y a énormément d'intelligence artificielle. La médecine aussi, qui l'utilise beaucoup. Juste peut-être une question sur l'art, parce qu'on se dit, il y a bien un secteur où là, l'intelligence artificielle n'a pas son mot à dire, c'est bien l'art, la création. Eh bien si, un tableau créé par des algorithmes va être mis aux enchères dans quelques jours chez Christie's à New York. Voilà, on le voit à l'écran, c'est le portrait d'Edmond de Bellamy, très rapidement, estimé entre 7 000 et 10 000 euros. C'est quoi? C'est une prouesse technologique? C'est une arnaque? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ni l'un ni l'autre, c'est l'utilisation de technologies qui sont apparues ces dernières années, qu'on appelle les modèles génératifs, pour justement produire des images, ou pour produire du texte aussi, et ce sont des méthodes qui se déploient beaucoup. Et plusieurs groupes, en fait, ont produit des tableaux, des vidéos, enfin tout un tas de choses. Et ça va probablement amener à se développer. En fait, ça va aider les gens à créer du contenu, des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de talent artistique, pour la musique, pour les arts plastiques, etc. Donc tout chacun pourra créer du contenu sans nécessairement avoir toute la technique. Et bien demain, tout le monde artiste grâce à l'intelligence artificielle. Enfin, peut-être. Merci Yann Lequin, merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, C'est dans l'air avec Axel de Tarlé, une émission consacrée à la disparition du célèbre journaliste saoudien Jamal Khashoggi. C'est dans l'air, c'est dans quelques instants. Ne bougez pas.